Parti pour 45 minutes de décryptage de l'actualité, votre magazine qui passe au peigne fin l'actualité de la semaine. Et pour ce nouveau numéro, 3 sujets sont retenus. Il s'agit de la rencontre entre le président de la République et les députés de la majorité présidentielle et Palou, Joseph Kabila, qui remobilise ses troupes sur les questions brûlantes de l'heure. La rencontre a porté essentiellement sur les élections, la sécurité et la nationalité. Arrestation du président de la Fédération congolaise de football, association Constant Omari, et 3 hauts responsables. Ils ont été interpellés par les services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, Zolo Bambilesa. Aux dernières nouvelles, ils ont été libérés provisoirement. Affaire majorité présidentielle contre le gouverneur élu du Maniema à la Cour suprême de justice. L'affaire a été prise en délibéré. La requête de la majorité présidentielle a été jugée recevable et fondée. La Cour se prononce ce vendredi 20 avril. Voilà pour les sommaires de ces 45 minutes. Sur ce plateau, Daniel Safou du journal Le Point Saillant. Bonjour. Bonjour. Ça fait très longtemps, Daniel. On vous retrouve. On est là. C'est question de nous inviter. Joachim Diana du journal La Colombe, bonjour. La Colombe, le point gauche. Merci d'être venu. Et Junior Dinanga du Desk Sport à Digital Congo va nous rejoindre d'un moment à l'autre. La rencontre entre Joseph Kabila et les députés de la majorité présidentielle et du PALU a eu lieu lundi dernier à la Cité de l'Union africaine. Une rencontre qui a été largement commentée. L'un des sujets évoqués par le chef de l'État au cours de cette rencontre est celle liée à la double nationalité proscrite en République démocratique du Congo. Alors, Joachim Diana, enfin, le chef de l'État se prononce sur la double nationalité. Bon, en fait, le chef de l'État n'avait pas à se prononcer. Comme il était devant les acteurs politiques dont il est l'autorité morale, et il a essayé, comme nous sommes sur ce plateau en train de ramasser ce qui faisait l'actualité. Vous vous souviendrez qu'à la suite de la publication du confrère ou consoeur Jeune Afrique, et on a parlé dans tous les sens. Dans nos réseaux sociaux, on a publié beaucoup de Congolais, même autour du président, qui ont la nationalité étrangère. Donc on a dit que c'est dans la majorité que se trouveraient les plus gros des gens qui ont la nationalité, qui ont la double nationalité. Mais c'était tout à fait normal que le recevant, les chefs de l'État, leur disent que la Constitution ne sera pas modifiée pour ça. La Constitution ne sera pas modifiée. Donc la double nationalité, sauf si on acceptait de modifier la Constitution, de changer cet article, la double nationalité reste interdite de par notre Constitution. C'était tout à fait normal, donc je ne peux pas appeler ça comme étant le chef de l'État s'est prononcé comme si ça posait problème. Sinon, le chef de l'État devrait se prononcer sur chaque article de la Constitution. Il a donné son avis devant ces membres qui sont accusés d'avoir la double nationalité. Je crois qu'il y a aussi un acteur de la même famille politique, je crois Chadari ou un autre, avait déjà dit que ceux de la majorité qui ont la double nationalité savent à quoi s'en tenir. La procédure existe, il faut l'amorcer pour recouvrer la nationalité congolaise. Et le PPRD a dit, sinon, quiconque aura la double nationalité ne sera pas sur la liste des PPRD pour concourir à quoi que ce soit. Voilà. Alors, Daniel Safou, le chef de l'État, réaffirme son attachement à la Constitution par rapport à cette question. C'est de l'hypocrisie, c'est de la malhonnêteté. Il y a eu moratoire depuis 2007 avec José Makila. Pendant qu'il y avait moratoire, le chef de l'État pourrait, n'est-ce pas, se prononcer. Il a attendu 2 mandats. Il se prononce pendant qu'il n'a plus la légitimité. C'est de l'hypocrisie. Et d'ailleurs, ce qui est grave, il peut être victime de ce qu'on appelle en droit la haute trahison.
quand il y a eu moratoire, José Makila pose le problème en 2007. Pose le problème, n'est-ce pas, de la nationalité. N'oublie pas cette histoire, n'est-ce pas, des nationalités. Je ne m'irai pas partir, n'est-ce pas, d'un rappel historique. Ça remonte depuis 2007. Avant ces moratoires-là, il y a eu d'abord un moratoire de 6 mois. Quand Laurent Désiré Kabila a chassé les Banyamulenge, au lendemain de cela, il y aura ce qu'on appelle l'accord de Lusaka. L'accord de Lusaka, c'était question de régler, n'est-ce pas, les problèmes de nationalité. Parce que de Roubaix à se réclamer congolais. On va intégrer ces gens comme État des Congolais. Nous allons à San City, la diaspora va poser les problèmes. Je suis au niveau de l'historicité des faits. La diaspora va poser les problèmes. Nous aussi, nous avons besoin de travailler dans notre pays. Mais le fait que nous détenons une autre nationalité, ça pose problème. Donc nous devons renoncer à notre nationalité pour recouvrer, n'est-ce pas, la nationalité congolaise. Il va y avoir, n'est-ce pas, l'intégration, n'est-ce pas, de tous ces Congolais sans City. Oui, on accepte tous. Il va y avoir un moratoire de 6 mois. Je suis au niveau de l'histoire, de l'historicité même, pas l'histoire. Un moratoire de 6 mois. C'est là où vous verrez des gens comme les moines de Simba vont renoncer à leur nationalité pour recouvrir la nationalité congolaise. Mais certains ne l'ont pas fait. Certains ne l'ont pas. On arrive en 2007. Déjà ici, je voulais, n'est-ce pas, ajouter un élément. Les Banyamulenge, on va même leur attribuer un territoire, Minembwe, pour cette affaire des nationalités. Ils seront enfin reconnus Congolais, des Roubaix réconciliés. Nous sommes en 2007. José Makila pose les problèmes. Oh, on se l'a déjà dit là-bas, c'est aussi. Ah, il est aux autres qui n'ont pas de donc, nous avons des mitata yomo. C'est aux Inga qui paye pistolet. Et nous avons des notices. Par contre, l'indication est atteinte. Oh, ce que je me l'ai dit, c'est Yaloui. Nous sommes selon la carte. Landangai. Au Lukaki Yango. Au 600. Tu vas ta posologie. Tu vois, il y a podium. Jamais. Avec ici, non, pas quand on a attaqué la seconde Kabila. Mais il y a quand on a attaqué. Et il y a vraiment. Ah, solution de Jésus Amat. Solution Yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. Ok. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo Kokate. Non, Talo Kutu. Maxi Bio Café. Maxi Bio Café. Et Bongisi Balananga. Rien à dire. Podium Napoléon. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel ça, maladie belée les autos. Tension hémorroïde, faiblesse sexuelle. Au Parlement, de manière officielle. Il amène même la liste des noms. Il dit parmi nous, il y a ceux qui détiennent encore la double nationalité. Ils n'ont pas le droit de diriger. Kamere, n'est-ce pas, va ramener la loi, ce qu'on a appelé la loi de 2004, entre guillemets. Parce que quand il y a moratoire, c'est-à-dire on ramène la loi entre guillemets. La loi de 2004, si la nationalité congolaise va être ramenée entre guillemets, on va nous amener les moratoires. Ces moratoires depuis 2007, Kabila était chef en plein mandat. Légitime. Et qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'il fasse? Laissez-moi terminer.
laissez-moi terminer. Il achève son premier mandat. Il achève son deuxième mandat. Il ne se prononce pas. Et pendant qu'il n'a plus les mandats, il se prononce. C'est grave. C'est grave là-dessus. Moi, je pense qu'on aurait déjà vidé ces problèmes de nationalité avant même que son mandat, n'est-ce pas, s'achève. Aujourd'hui, il n'a plus de mandat. Il se prononce comme tout citoyen. Comme tout citoyen qui pourrait se prononcer autour, n'est-ce pas, de cette affaire des nationalités. Voilà, on va rester sur cette affaire de double nationalité, Daniel. Aujourd'hui, cette question se pose avec acuité. Alors, il y a une possibilité qui est offerte à ceux qui soutiennent cette double nationalité. Réviser la Constitution. Non, il n'y a pas question de réviser la Constitution. Il n'y a pas question. Alors, vous êtes pour ou contre la double nationalité? Je suis congolais, est-ce que je n'ai pas à admettre la double nationalité? C'est une tricherie. C'est une tricherie. Sami Badi Banga touche 10 000 $ chaque fin du mois. En tant que ministre, premier ministre honoraire. Il vole qui? Il me vole. C'est mon argent en tant que contribuable. Je ne peux pas être pour cela. Vous comprenez? Je suis contre la double nationalité. Merci, Daniel. J'aimerais achever là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, quand le chef de l'État se prononce, c'est une bonne chose. Il serait mieux s'il aurait fait cela en plein mandat, ça aurait une efficacité. Et aujourd'hui, on ne peut pas changer la Constitution. La loi reste la loi. Vous comprenez? C'est lui le gardien, n'est-ce pas, des institutions. C'est lui le gardien même de la loi. Il pourrait se prononcer déjà à cet état-là. Au stade où nous sommes, c'est pratiquement un désordre. Voilà, Joachim Diana, faut-il réviser la Constitution, oui ou non? Parce qu'il y a quand même des voix qui s'élèvent. Il y a même le dire tabac du chef de l'État, Jean-Pierre Kabila, pour ne pas les citer, qui soutient qu'il faille réviser cette Constitution. Écoutez, l'accord de Lusaka n'avait jamais eu pour comme objet de donner la nationalité. L'accord de Lusaka était un accord de cessez-le-feu. Et cet accord a permis que les pays qui agressaient le Congo cessent les hostilités et que cet accord avait deux volets, un volet international et un volet national. Le volet international, c'est ce qui a abouti à l'accord de Luanda entre la RDC et l'Angola et l'accord de Pretoria entre la RDC et le Rwanda. Maintenant, il restait le volet national. Le volet national, c'est ce qu'on appelait le dialogue entre Congolais, qu'on appelle le dialogue intercongolais, qui a eu lieu à Sun City. C'est justement au cours de ce dialogue, c'était d'ailleurs le problème de nationalité, c'était le problème chaud. Et ce qui posait problème à Sun City, c'est que l'article qu'on proposait dans ce disait est congolais, tout individu, toute nationalité dont un des ancêtres se trouvait sur le territoire congolais à l'indépendance. Les autres disaient non, ça devrait être en 1885, c'est-à-dire à la création du pays. Ça a été toute une discussion à tel point que dans les négociations, Moustapha Niasse, qui faisait la médiation, parce qu'à ce moment, il s'était rendu compte que les Congolais, ensemble, n'arrivaient pas à résoudre le problème. Il a dit chaque groupe reste dans son hôtel. Et Moustapha Niasse est allé, et s'il faisait l'amendement, il allait voir les autres, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que Moustapha Niasse fera comme amendement? Au lieu de dire tout individu, toute nationalité dont des ancêtres se trouvaient sur le territoire congolais, en 1965, on dit à l'indépendance. Donc rien n'a changé absolument. Mais il y a eu des agitations, mais Moustapha Niasse a dit c'est fini, c'est fini. Et cela a été consigné dans la Constitution, on a tout dit. Et donc, sur ce point-là, on a réglé le problème de Banyamulenge. Donc, le problème de Banyamulenge, là, ce problème des nationalités d'origine qu'on cherchait, ou de la petite nation, ça n'avait rien à voir avec la double nationalité. La double nationalité concerne tout Congolais qui, ayant eu la nationalité d'origine, pour de telle ou telle autre circonstance, a acquis une autre nationalité. Celui-là, il n'a pas de contrôle. Tout dépend de lui.
Quand il constate qu'il a des problèmes avec la double nationalité, tel le cas aujourd'hui, vous ne pouvez pas postuler, la Constitution vous interdit d'avoir des fonctions les plus élevées, vous faites la déclaration librement, vous récupérez votre nationalité congolaise. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de contrainte de dire qu'il y ait ceci, décision du président de la République qui décide. Non. En ce qui concerne les moratoires qui est venu avec le mandat Kamer à l'Assemblée nationale, le président de la République, nous sommes, lorsqu'on parle de la démocratie, liberté, ceci, mais il faut d'abord partir des sacro-saints principes de la démocratie, dont le principe de la séparation des pouvoirs. Je ne vois pas celui qui aurait voulu que, quand l'Assemblée nationale décide du moratoire et que le président de la République dit je suis le garant de la nation, je refuse. Ça serait une ingérence dans les affaires d'une autre institution. Mais maintenant, le chef de l'État l'a dit. Et puis un moratoire, tout comme moratoire, a toujours un délai. Il n'y a pas un moratoire définitif. Pendant le moratoire, les gens qui avaient la double nationalité avaient tout le temps de revenir à la loi s'ils voulaient se conformer. On leur a donné le temps. Donc maintenant, le chef de l'État a parlé à sa famille politique. Le chef de l'État n'est pas allé à la cité d'Oya comme chef de l'État. Il leur a parlé comme autorité morale de la famille politique. Sinon, il parle à tout le monde, à toute la nation, à tous les députés, une fois l'an, au cours d'un message à la nation devant le Congrès. Là, mais là, il s'est adressé aux députés seulement de la majorité parce que c'était une affaire personnelle. Ça n'a rien à lier pourquoi à telle époque il n'avait pas, pourquoi il se prononce aujourd'hui. Ce sont des faits, ça ne sert à rien d'interpréter les faits politiquement. D'abord, il faut les rendre tels que le président de la République a parlé aux gens de la famille. Tout comme demain, il pourra dire qu'il reçoit les palos. Demain, il recevra donc parti par parti, donc l'allié, il recevra le PPRD à part. Donc, et combien de fois le chef de l'État organise les réunions particulières à Kingakati? Voilà. Et pourquoi celle de la cité de l'OIA prend d'autres ampleurs? Bon, c'est quand même une question, enfin, de propos qui interviennent à un moment où on est en plein débat sur la nationalité italienne de Moïse Katumbi. Tout à fait. Voilà le vrai problème, vous l'avez touché. Les gens le ramènent là. Donc le président aurait parlé de ces situations parce qu'il viserait Katumbi. Katumbi était ici. Moi, je me parlais franchement. Il y a de voix qui se sont élevées pour dire non, Katumbi n'aurait pas la nationalité congolaise, il serait d'une mère zambienne et d'un père, ceci, cela. Cela n'a jamais été pris en compte. On met ça dans les élucubrations politiciennes. Jusqu'à ce que Katumbi, Jeune Afrique, mette en place la double nationalité de Katumbi. Et Katumbi déclarant lui-même qu'il avait déjà renoncé à cette nationalité depuis 2017. Voilà. Merci. Alors je ne vois même pas où est-ce que ça causerait le problème. Quitte à Katumbi maintenant de démontrer comment il a suivi la procédure pour récupérer sa nationalité. Pourquoi faire des élucubrations, aller chercher, remuer les ciels, remonter au déluge? Alors, est-ce qu'aujourd'hui il y a une nécessité de réviser la Constitution? Mais on peut, la Constitution, moi... Par rapport à ce sujet. Je suis de ceux qui disent, et je l'ai toujours dit, que cette Constitution est revisable parce que la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. Je suis de ceux qui disaient que même le fameux article 220 dont on parle plus est révisable parce que cet article n'est verrouillé nulle part. Autant cet article verrouille les autres, il ne verrouille même pas les articles, il verrouille les matières. Telle matière, la forme de l'État, le mandat du président et de ceci. Mais cet article ne porte pas sur ces matières-là. Lui porte sur les matières révision. Les matières révision ne sont pas bloquées. Je suis de ceux-là qui disaient ça, mais je ne suis... Qu'est-ce que je suis? Il n'y a que 100 000 Congolais qui peuvent demander la révision, ou le Parlement, ou le président de la République. Mais un Congolais peut donner son avis, autant que Kabila a donné aussi son avis. Voilà. Daniel Safou, rapidement, une réaction, et puis on prend le deuxième dossier. C'est impossible de réviser la Constitution du moment où vous n'avez plus la légitimité. Lorsque vous n'avez plus un mandat officiel, vous devez atténuer certains gestes, certains comportements, dans l'ordre moral, même dans l'ordre juridique. Vous n'êtes plus chef en tant que tel. Les chefs de l'État
dans son pouvoir, dans ses prérogatifs, il a même le pouvoir d'abolir, n'est-ce pas, d'annuler l'Assemblée nationale. Il a ces pouvoirs-là dans la Constitution. Mais c'est ici. Mais pour un problème aussi fondamental, pour un problème qui pose les fondamentaux de l'avenir, n'est-ce pas, de tout un pays, vous, président de la République, vous êtes resté dans votre silence, un silence dogmatique. Et au lendemain, pendant qu'il y a moratoire, qu'on se le dise, tous ceux qui sont en train de raconter les choses, ils doivent souligner. La loi de 2004 est entre guillemets. Donc la loi sur la nationalité au Congo n'existe pas parce qu'il y a un moratoire. On doit d'abord commencer par répondre aux exigences, n'est-ce pas, faire asseoir ces moratoires. Enfin, on peut parler, n'est-ce pas, de la nationalité. Donc à l'heure actuelle, la majorité a préféré protéger les siens. C'est cela, je vous ai dit au début de cette émission. Non, comment protéger? Parce que Joachim Diana l'a dit tout à l'heure, le PPRD avait déjà prévenu. Pour tous les membres PPRD qui ont la double nationalité, ils ne seront pas alignés. Madame, parlons de la loi, ne parlons pas des émotions, des sentiments. Où est la loi là-dessus? Nous avons la loi de 2004. Où est partie cette loi? Cette loi est mise entre guillemets, simplement parce qu'il y a un moratoire. Lorsqu'il y a un moratoire, ça veut dire qu'on ne va pas parler de cette loi. Ça m'étonne. Comment est-ce que la majorité aujourd'hui peut se lancer dans un faux débat, un débat irrationnel? Il y aurait débat si seulement s'il y avait une loi en place. Il n'y a pas la loi en place. Nous avons un moratoire à une durée indéterminée. Commençons d'abord par faire tomber les moratoires et puis on peut parler, n'est-ce pas, de la loi. Il n'y a pas la loi. Quand il n'y a pas la loi, nous allons débattre sur les humeurs, sur les émotions, sur l'irrationalité. Le vrai débat sur eux, la loi. Il n'y a pas la loi, il y a un moratoire. Du moment où il y a un moratoire, ça veut dire que la loi est en veilleuse. Merci Daniel Safou. J'invite déjà Junior Dinanga à nous rejoindre sur ce plateau. On prend le deuxième dossier soupçonné de détournement de fonds destinés aux équipes de la Fédération congolaise de football, l'association. Constant Omari, son vice-président Théobald Binamungu et son directeur financier Roger Bondembe et aussi le secrétaire général au sport Barthélemy Okito sont poursuivis par la justice congolaise. Vous avez compris, c'est le deuxième dossier de ces 45 minutes. Et pour en parler, on est rejoint sur ce plateau par Junior Dinanga. Bonjour Junior. Bonjour. Alors, d'entrée des jeux, est-ce que les poursuites contre Constant Omari et les autres sont justifiées? Non, malheureusement, parce que hier on était là et pour en savoir un peu plus, mais malheureusement, le ministre du Sport lui-même, qui d'ailleurs n'était pas venu, et il a envoyé un de ses conseillers pour s'excuser parce que hier il devait normalement apporter les preuves dont il a fait allusion lors de la première audience. Mais malheureusement, il n'était pas venu et c'est comme ça qu'on a trouvé les dossiers étaient véritablement vides et ils ont été libérés. Donc, ils ont bénéficié d'une liberté provisoire. Mais l'instruction du dossier se poursuit. Tout à fait. Alors, Daniel Safou, vous avez suivi aussi les dossiers. Alors, jusqu'où ira Luzolo Bambi dans cette affaire? Et madame, ça c'est... lorsque Luzolo Bambi arrête, c'est Kabila qui arrête. Ça, il faut le savoir. C'est Kabila qui lui donne une partie de son pouvoir. On constate que la magistrature ne marche plus. Qui est à la recherche des infractions? Ce n'est pas un conseil de la République. Qui est à la recherche des infractions? Selon la loi, c'est les magistrats. Vous me saisissez? Mais le président constate que nos magistrats, véreux qu'ils sont, ils ne font plus mieux leur travail. Lui, étant le premier magistrat de tous les magistrats, il attribue une portion de son pouvoir à son conseiller. Cette fois-ci, pour lutter contre la corruption. Et Luzolo a un pouvoir extraordinaire. Parce que quand il arrête, c'est Kabila qui arrête. Mais c'est madame. Donc ça veut dire, une telle démarche avait comme vocation ou comme intentionnalité d'atténuer la corruption. Mais la corruption est là. Ça continue. Donc la démarche de Luzolo Bambi n'est pas une mauvaise démarche. Mais en fait, il faut qu'il y ait des preuves. Il faut qu'il y ait des preuves là-dessus. J'aimerais vous renvoyer les dossiers de Sarkozy. Quand je suis ces dossiers, il y a une chose qui retient, n'est-ce pas,
à mon intelligence, la maîtrise du dossier. Vous sentez que les gens qui mélangent sa cause ont la maîtrise du dossier. Ils ont les dossiers. Mais quand le Zolobambi, n'est-ce pas, initie une action, n'est-ce pas, judiciaire, je pense, a priori, il devrait avoir tous les éléments. Mais comment vous pouvez actionner une action judiciaire sans pour autant ne pas avoir tous les éléments appropriés autour du dossier? On appelle ça l'irrationalité. On appelle ça manque de professionnalisme. Donc, moi, je crois que la démarche de Kabila, en choisissant le Zolobambi comme étant une partie de lui en tant que magistrat, cette démarche ne tient pas. Qu'on puisse renvoyer les choses au vrai magistrat, qu'on puisse renvoyer les choses, n'est-ce pas, au procureur de la République. Sinon, le Zolobambi, je me rends compte, à chaque fois qu'il arrête, on relâche. Et encore un élément, il est allé arrêter qui? Power Maniema. Ça, c'est un lobbying. Vous trouverez des Chadari, tous ces gens de Maniema. Il ne pourrait pas admettre qu'un des leurs soit arrêté. Mais est-ce que le problème se pose en ces termes-là, Daniel? Power Maniema s'est élevé en tant que lobbying. Constant est sorti. Donc, il y a deux possibilités là-dessus, ou deux hypothèses là-dessus. La première hypothèse, j'ai rejoint mon confrère qui constate que le dossier était vide. Le ministre n'était pas en mesure de justifier des preuves qui prouvent à suffisance que Constant Mari se retrouverait, n'est-ce pas, dans la corruption. Deuxième élément, c'est celui, n'est-ce pas, de Zolobambi. À chaque fois qu'il arrête, on finit par libérer. J'entends par deuxième élément le lobbying autour, n'est-ce pas, de Constant Mari. Power Maniema. Ça, vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit. Joachim Diana, alors quelle lecture vous faites de cette affaire? Bon, mais écoutez, la question que vous avez posée au départ, disait est-ce que les poursuites valent la peine d'être normales? Tout à fait normal. Du moment où il y a des soupçons, il n'y a pas un individu qui peut le résoudre, il n'y a que la justice. Et c'est pourquoi le Zolobambi n'a condamné personne. Le Zolobambi a eu une plainte. Et la plainte vient de celui qui gère les sports. Le ministre des Sports. Le Zolobambi prend les personnes selon le mandat qu'il lui est donné parce qu'il a maintenant des OPJ. Il prend les personnes, les met à la disposition du procureur général de la République. C'est à la justice de l'établir noir ou blanc. Dire aujourd'hui que les dossiers vides, on les a libérés, non, c'est allé trop vite en besogne. Mais pourquoi on ne les a pas laissés partir? Pourquoi ils doivent rentrer? Ils sont allés, la garde à vue a un délai. La garde à vue n'est pas une arrestation. On vous garde pour 48 heures. Après 48 heures, on constate, vous êtes coupable, on fixe le procès. Au cas contraire, on poursuit l'instruction, mais vous venez libre. Puis c'est la garde à vue. On dit en justice, la liberté, c'est la règle, alors que la privation de liberté, c'est une exception. Donc, c'est dans le cadre de ce principe-là qu'ils sont laissés libres. Et ils viendront répondre. Il y en a qui ont entendu, non, j'ai entendu les gens dire non, les 1 million dont on parle, les gens sont vite allés vers le 1 million. Même 1 million, on peut vous trouver que vous avez cherché à détourner. Mais vous allez demander l'argent sur base de quoi? Sur base des factures, des engagements, et ainsi de suite. Quand vous dites que vous allez loger les gens dans un hôtel 5 étoiles, on constate que vous les avez logés dans une pétaudière, à tel point qu'il y a même des joueurs qui se font cambrioler. Et nous avons en fait les joueurs qui ont quitté le lieu d'entraînement. Mais c'est suffisamment grave par rapport aux intérêts des individus. Je vois ici qu'il y a des lobbies, mais ces lobbies ne sont pas au-dessus de l'intérêt national. Le football, c'est encore le seul qui peut réunifier tous les Congolais. Les Congolais vibrent ensemble, ils ne vont pas vibrer au nom de l'union sacrée, de l'ensemble ou de quoi. Mais Joachim Diana, comment comprendre aussi que c'est le ministre du Sport qui a ouvert la boîte de Pandore? Il dit qu'il a de preuves prouvant qu'il y a eu effectivement détournement. Mais quand il faut brandir ces preuves-là, il ne s'est pas fait voir. Qui l'a dit qu'il n'a pas de preuves? Ce n'est pas le confrère sportif qui l'a dit. Non, c'est à la justice, c'est le procureur général qui va constater qu'il n'y a pas de preuves, que les preuves sont insuffisantes, et la conséquence, ça sera la fin des poursuites. Du moment où le PGR a décidé d'écarter des poursuites,
c'est qu'ils constatent qu'il y a à creuser. Et laissons le parquet creuser. C'est dans ce pays où l'histoire est en instruction, on en fait débat à gauche, à droite, on en fait des justifications et tout ça. Voilà. Bon, maintenant, il faut laisser la justice. Si la justice constate qu'effectivement ces gens-là sont innocents, on va les libérer. Et moi, je pense qu'il faut descendre et creuser même du côté de la Linafoot. Parce que cette solidarité avec les gens qui sont accusés, alors que vous n'avez aucune preuve autre. Je ne sais pas si la Linafoot a aussi ces OPJ qui ont enquêté pour montrer qu'ils sont innocents. Vous devez les libérer, sinon nous arrêtons tout. La corruption dans le sport, elle commence au sommet, elle descend jusque plus loin. Merci, très loin, jusque très bas, là où partout il y a les soutiens. Merci Joachim Diana Junior Dinanga. Là, je m'adresse à vous, mais comment comprendre cette décision de la Linafoot et même de la LIFKIN qui par solidarité, bon, ils suspendent les championnats. Bon, ça valait vraiment la peine? Je fais une petite digression avant de vous répondre. Pour justement dire à Diana qu'il y a certaines choses, quand on ne les maîtrise pas, on ne sait pas bien les dire et les proposer. Parce que là, il est en train de faire l'amalgame. Vous savez, le moment même, en fait, le départ du dossier, quand on a même interpellé Omar et les autres, il y avait déjà un vice de procédure. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Ils ont été là, ils ont passé nuit là-bas, sans pour autant être entendus, et puis il n'y avait pas de plainte. Ça ne se passe pas comme ça. Et le jour d'après, on a relâché Omari sans que, donc lui, en fait c'est Omari qu'on avait accusé, mais les autres étaient la conséquence de l'accusation d'Omari. Et quand on a relâché Omari pour des raisons de santé et tout ça, la plainte est arrivée après, ils ont constaté que l'accusé a été relâché alors qu'il devait être sous marque. Et donc vous estimez que la procédure a été biaisée? La procédure était véritablement biaisée. Du début jusqu'aujourd'hui, la procédure était biaisée. C'est là où on s'est dit qu'il y a un sérieux scénario, il y a du théâtre dans l'organisation de cette accusation par les ministres du sport. Madame, je veux vous dire, il y a beaucoup de choses que nous Olobambi peut se saisir, surtout par rapport à la gestion du sport en République démocratique du Congo. Quand vous prenez les 1 million, mais les 1 million, quand Diane a dit qu'il faut voir les hôtels et tout ça, on ne met pas la charrue avant le bœuf. Les 1 million là ont été constitués par rapport à un état de besoin, par rapport à des prévisions. Et vous savez très bien, en principe, les prévisions sont faites pour aussi être discutées. On les a proposé 1 million par rapport à 2 rencontres. Mais si aujourd'hui le pays peine pour engager 1 million pour 2 rencontres amicales, à plus forte raison, un club comme Mazembe qui est géré par un privé, où Mazembe, quand il effectue ses déplacements avec son avion, il est autour de 500 000 $, par match. Mais donc c'était raisonnable que le gouvernement développe un million. Je vous donne aujourd'hui un exemple. Le Maroc qui va représenter l'Afrique à la phase finale de la Coupe du Monde. Vous savez, le montant alloué pour la préparation du Maroc, c'est dans les 2 milliards. Bon, maintenant revenons à la décision de la Linafoot. Je peux vous en donner malheureusement, on n'a pas assez de temps. Si on peut quand même commenter la décision de la Linafoot, est-ce que c'était vraiment valable que la Linafoot suspende le championnat? Bon, la Linafoot, suspendre les championnats, ça c'est aussi, à mon avis, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Parce que nous parlons de la promotion du football en République démocratique du Congo. Et surtout que la date butoir pour la fin de la saison, c'est pointe déjà l'horizon, c'est juste au mois de mai. Et que la phase allée de la Linafoot n'a pas encore pris fin. On ne sait pas d'ailleurs si on aura la dérogation avec l'attitude de l'actuel ministre par rapport à la Fédération congolaise de football association. Je crois qu'il va émettre quelques sentiments pour ne pas donner la dérogation. Donc on a un temps où il fallait profiter par rapport à ce temps, ne serait-ce que pour terminer la phase aller, puisque la phase retour, en tout cas, je vous dis, sans mettre de l'eau dans ma bouche, ça sera très très difficile pour que l'on joue ici en RDC. Voilà. Daniel Safo, est-ce qu'on peut dire que la Linafoot et la LIFKIN ont voulu faire entrave à la justice par cette attitude? Je crois que c'est pour la première fois que je serai d'accord avec mon confrère Diana. Il y a une forte corruption, n'est-ce pas, dans le secteur du sport. Cela ne veut pas dire, parce que les dossiers d'Omar, il semblerait être vide, qu'il n'y a pas de corruption, n'est-ce pas, dans ce secteur. Madame, le Congo est malade. Je ne sais pas.
Quel est ce secteur-là qui, on peut aujourd'hui dire que ça marche? Quel est ce secteur? Lui-même, le ministre là, du sport. Mais c'est un petit gangster à la tête de ce ministère. Il fait de n'importe quoi. Personne ne l'inquiète. Quel est son bilan? On l'appelle qui encore, vous qui maîtrisez le sport? Papi qui? Papi Niango. Voilà, on a du mal à maîtriser même leur nom. Parce qu'ils ne foutent pas du bon travail. Il y a un grand désordre dans ce secteur. Les désordres qui est dans ce secteur-là s'appellent corruption. Certains qui viennent en solidarité avec Omar, ce n'est pas une solidarité rationnelle. C'est une solidarité qui cache certaines choses. C'est un secteur malade. On pourrait se dire, Tchibala a échoué partout, ne fût-ce qu'au sport, il pourrait réussir. Là encore, il y a un échec terrible. Merci Daniel. Voilà, ce gouvernement Tchibala va échouer partout. Même au volleyball, au judo, partout ailleurs. Moi, je pense la gestion du sport au Congo pose problème. Et cette gestion pose aussi problème pour la destinée, n'est-ce pas, de notre jeunesse. Ici, au-delà, excusez-moi, je vais chuter au-delà, n'est-ce pas, des Constant Mal, qui est resté comme un petit roi, n'est-ce pas, dans ce secteur. Il y a les ministres Papiniano. Que vaut les judo aujourd'hui? Que vaut le handball aujourd'hui? Que vaut le volleyball aujourd'hui? Donc ça veut dire vous estimez que le bilan de Papi Niango a été zéro, en dessous du zéro, celui-là. En dessous du zéro. Alors je me demande que la majorité cesse de coopter tout le monde dans les gouvernements. Merci Daniel. Mais alors pour conclure, Joachim Diana, l'opinion attend quand même les conclusions de ces instructions. Alors on redoute que l'affaire soit placée au placard comme le précédent. Écoutez, je suis étonné que mon jeune confrère parle d'amalgame et quand il parle, il ne le démontre pas. L'amalgame, c'est lui qui l'a fait, notamment en parlant de la préparation du Maroc. Il le sait peut-être mieux que moi parce que je suis un ancien journaliste sportif. Et on dit que les meilleurs journalistes politiques sont les journalistes sportifs parce que pour eux, les faits, bon, Vecleb a perdu 2-0, vous ne pouvez pas changer ça. Le commentaire, vous pouvez le faire autrement. Et quand vous venez en politique, vous avez d'abord le fait le commentaire, contrairement à d'autres qui viennent, qui commentent partout. Et je vous dis que le Maroc ne va pas se préparer avec les fonds du pays. Vous savez que tous les pays qualifiés reçoivent de l'argent pour se préparer, vous le savez. Alors, si c'est 3 millions, vous n'allez pas comparer avec le budget du Congo, où les joueurs quittent les lieux de préparation parce que les choses sont mal préparées. Les choses sont mal préparées pourquoi? Au début même de la présentation, oui, le ministre a sa part. On se demande, le ministre, pourquoi il a cherché à signer en retard. Ça, on doit le savoir. Mais aussi, savoir aujourd'hui, dire que le dossier est vide, c'est tomber dans l'amalgame des politiciens, justement. Le dossier est vide, pourquoi on ne l'a pas abandonné? À l'étape actuelle, moi, je m'en remets au fait, à l'étape actuelle, le dossier n'est pas encore vide. Parce que ces gens-là continuent à être poursuivis, on continue les poursuites, on continue l'instruction. À la fin, puisqu'ils sont présumés innocents, mais c'est lorsqu'on aura prouvé qu'effectivement, ils ont commis l'infraction pour laquelle ils ont été mis en garde. On les a libérés parce que la mise en garde a un délai. 24 heures ou 48 heures, je ne sais pas encore. 48 oui, alors, dire aujourd'hui que les dossiers vides, c'est chercher à les blanchir alors que la justice ne les a pas encore blanchis. Attendons, quand la justice va les blanchir, vous allez commenter pourquoi on les a blanchis. Le ministre a mené des preuves, la montagne aurait accouché d'une souris, vous faites les commentaires dans tous les sens. Mais pour le moment, le reste, est-ce que cette fois-ci, Luzolo Bambi ira jusqu'à la fin? Luzolo Bambi n'est pas là pour tuer les gens. Luzolo Bambi peut dire, Maman Rita, aujourd'hui vous avez fait ça, on vous amène. C'est à la justice de vous rendre, comme disait Jean de La Fontaine, vous rendre blanc ou noir. On va vous dire, vous avez effectivement commis la preuve, voici la sanction selon la preuve. Mais si on constate que vous n'avez rien fait, il y a d'autres gens qui ont été arrêtés, on les a poursuivis, on a trouvé que les preuves n'étaient pas suffisantes, on les a abandonnés. Si Omari et ses complices, l'autre a dit qu'il n'était pas accusé au Quito, que lui était primé, il y a des gens qui les ont arrêtés, qui ont confondu, lui, on l'a appelé comme renseignant. Lui, c'est l'oreille aussi du ministère parce qu'il est beaucoup plus proche de la gestion quotidienne de l'Afrique que le ministre qui est au niveau national plus élevé. Alors, maintenant, il n'y a pas... Si la procédure a été biaisée,
on a pris les gens directement. Il n'y a pas d'amalgame. On peut dénoncer que la procédure a été mauvaise. Le fait que la procédure a été mauvaise, ce n'est pas une raison pour laquelle on les a libérés. Et ce n'est pas une raison aussi pour... Merci Joachim Diana. Alors pour conclure, en quelques secondes, Junior Dilanga. Voilà, je voulais dire, vous savez, un journaliste qui n'a pas d'information est plus dangereux qu'un fou armé dans la rue. Ça, c'est vraiment un sérieux problème. Malheureusement, c'est ce que je constate. Quand on dit que les 2 milliards viennent de la FIFA, en tout cas, c'est qu'il faudrait avoir une enveloppe très colossale pour réserver, que la FIFA va réserver pour la préparation de toutes les 32 nations. Entre autres. L'État marocain a réservé 1,5 milliard. Et la FIFA a remis, comme dans chaque pays, qui participe, pour chaque pays qui participe, il y a une quote-part de la FIFA. Mais l'État marocain, je dis bien, l'État marocain, je peux vous en donner tant d'autres. 1 milliard ou bien 1 million. Les Nigeria et consorts. Vous voyez. Donc le problème ici, ce n'est pas que... Parce que quand un ministre des Sports vous dit que non, on ne peut pas remettre 1 million de dollars à une équipe nationale, alors que chaque match des clubs congolais qui participent aux interclubs de la CAF, l'État donne 300 000 par match. Donc quand vous prenez 4 clubs, ça fait 1 200 000 que l'État donne à chaque match de nos représentants. Donc c'est pour vous dire seulement qu'il y avait un autre problème dans l'agissement du ministre du Sport. Et pour terminer, madame, moi je crois que tout ce que nous faisons ici, le trait spécial du chef de l'État doit s'en saisir. Ce n'est pas seulement parce qu'un ministre, vous pouvez avoir vos acquaintances et tout ça, vous propose des sujets et que vous y mettez sans pour autant voir des... Oui, mais quand il y a des soupçons, c'est normal qu'on puisse enquêter. Il y a beaucoup de dossiers, madame. Merci. Merci, Génial. Le mouvement sportif n'existe plus. Madame, je vous donne un seul exemple pour terminer. Il y a eu le jeu de la francophonie. La délégation de la RDC, sur l'ordre de mission, avait 183 participants. Et il n'y a eu que 83 qui ont effectué les déplacements. Pourtant, il y a eu des fonds qui ont été débloqués. Justement, il y a un dossier de Ngoulou avec l'enfant du ministre Lisanga Bogranga. Il le sait. Il le sait. Merci, Junior. Alors, en 30 secondes, depuis je voulais juste entériner ce que l'ami vient de dire. Nous sommes journalistes. Nous devons toujours enquêter, avoir de vraies informations autour de l'affaire. Vous savez, tout est parti de l'affaire de 1 500 000 que le gouvernement a décaissé pour les matchs amicaux, n'est-ce pas, en Tanzanie. Vous savez ce qui va se passer? Devait décaisser, n'a pas décaissé. Pardon? Devait décaisser. Oui, merci beaucoup. Il devait décaisser. Vous savez ce que les ministres se posent comme problème, n'est-ce pas, à Costa-Mal? Vous comprenez? Regardez les comportements immoraux, machiavéliques, teintés de la corruption. Un ministre gangster, il a l'image d'un sportif. Merci Daniel Safou. On va prendre les tout derniers dossiers. Merci Junior d'être venu. La Cour suprême de justice a pris mercredi en délibéré le contentieux électoral opposant la majorité présidentielle MP au gouverneur élu de la province du Maniema, Prosper Tunda Kasongo. Le prononcé de l'arrêt de la Cour suprême de justice sur ce dossier est attendu ce 20 avril. Alors, la Cour d'appel de Kindu avait rejeté la requête de la MP et là, ils sont au niveau de la Cour suprême. Vous pensez que la Cour suprême va se démarquer, Joachim Diana? Oui, écoutez, on ne sait pas à la base. Il semblerait que M. Tunda est chef coutumier. Qui dit chef coutumier est un agent de l'État. Un agent de l'État, avant de briguer un mandat électif, doit pouvoir démissionner. À écouter les pro-Tunda, il aurait déjà démissionné, je ne sais pas combien d'années, il y a quelqu'un qui ferait son intérim. Enfin, je ne sais pas dans les Maniema comment s'organise le pouvoir coutumier. Le chef coutumier ne peut pas démissionner et lui-même désigne son intérim. Ça n'existe pas dans le pouvoir coutumier. Le pouvoir coutumier, quand vous quittez, on sait dans la succession, dans ce cas-là, qui d'autre prend, on installe un autre chef.
cette notion d'intérim pour les chefs coutumiers, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'organise là-bas au Maniema, mais chez moi, c'est celui-là. Quand le chef coutumier est empêché. Donc, il n'y a même pas de non, je serai empêché pendant ce temps, on fait l'intérim. Non, vous êtes chef coutumier, plein mandat. Ou vous le quittez directement quand vous allez, par exemple, en politique, vous quittez et on instaure celui qui, selon la loi de la coutume, qui doit vous succéder. Bon. Maintenant, c'est à la justice, ça sera une affaire difficile. Mais comment on a, pendant tout ce temps, M. Tunda a présenté sa candidature? On l'a laissé. Il y a une période pour contester les candidatures. Justement. On ne l'a pas contesté. Il est allé jusqu'au premier tour. Il a battu campagne. On ne l'a pas contesté. En dernière minute, on le conteste. Je pense que les gens doivent apprendre maintenant à faire les choses normalement. Nous avons des lois, nous avons des textes qu'il faut respecter. Et lorsque vous avez une responsabilité, la première chose, c'est d'être éveillé. De vite voir que non. Mais dès qu'on a un candidat, on nomme quelqu'un, on doit commencer à chercher. Cet homme-là qu'on nomme, il vient d'où, il est qui, il est tout ça. Mais tout le monde savait qu'il était chef coutumier. Et c'est seulement après l'élection qu'on a découvert sa qualité de chef coutumier. Je pense que cette histoire-là, la Cour suprême de justice, je ne l'influence pas dans sa décision, dira réellement le droit. Alors, Daniel Safou, quelle pourrait être l'issue de cette affaire, d'après vous? Je suis d'accord avec la réflexion de Diana, mais il y a un élément que je voulais, n'est-ce pas, relever, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les pouvoirs traditionnels. Le chef peut léguer son pouvoir dans la tradition. C'est différent, n'est-ce pas, de nos pouvoirs classiques. Moi-même qui vous parle, je suis un chef coutumier. Je suis à Kinshasa. C'est lui qui exerce, n'est-ce pas, mon pouvoir. Dans la tradition, ce n'est pas son pouvoir, c'est mon pouvoir. Mais du moment où je suis ici, il exerce quand même mon pouvoir. Ça se passe comme ça chez nous, par exemple. Ce qu'on appelle chez nous Moulamatadi. Donc chez nous, Moulamatadi, mais Goupi qui a pouvoir, Moutouben casse au pouvoir. C'est comme ça que chez nous. Si vous pouvez traduire, hein, Daniel. C'est-à-dire que non, il peut léguer son pouvoir à une personne, soit il est dans d'autres affaires, soit en voyage. Et d'ailleurs, quand le chef voyage, il lègue son pouvoir. Parce qu'il doit y avoir des problèmes que les chefs doivent continuer à gérer pour ça. Les pouvoirs traditionnels ne constituent en aucune fois un vide. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, des esprits des ancêtres. Vous comprenez? Donc là, de ce côté-là. Mais je reviens maintenant, les vrais problèmes, c'est quoi dans tout cela? Les vrais problèmes, au fait, il s'agit de Matata Mponi. Tunda est soutenu par Matata Mponi. Il est un chef coutumier, il a des moyens. Où est-ce qu'il trouve les moyens? Il a un soutien de Matata Mponi. De l'autre côté, la majorité trouve que non, ce n'est pas Tunda. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas harmonie au sein de la majorité. Vous avez suivi Kokonian, l'irrationalité en France. Je vis la main de Moïse Katumbi. Ça, c'est une escroquerie. Que ces gens cessent de tromper Kabila. Si tu veux rançonner Kabila, tu peux le faire autrement. Mais pas avec des mensonges. As-tu vu la main de Katumbi de l'autre côté? La vraie version est là, je vous donne la vraie version. Tunda, c'est un chef coutumier, n'a pas de moyens. Matata veut à tout prix maîtriser cet environnement. D'ailleurs, c'est son environnement électoral. C'est Matata qui donne les moyens, qui finance Tunda et qui l'aide. Alors, il voudrait garder le contrôle sur le Maniema. Ce qui fait que la majorité n'étant pas organisée, quand vous prenez Kokoniani, vous prenez Obenina, l'esprit est ailleurs. Ils ne sont pas dans l'organisation. J'ai suivi mon confrère Yann dire que vous l'aviez laissé battre campagne. Vous l'aviez laissé pendant que, n'est-ce pas... On l'avait peut-être minimisé. Non, on l'a minimisé. C'est pour dire que la majorité présidentielle aujourd'hui ne contrôle rien. Il est dans les tambours, il est dans les folkloriques. Vous trouverez Chadari. Ah, t'auras gagné. Daniel Safou, on est pratiquement à la fin. Une minute pour conclure. Ceci prouve à suffisance que la majorité, soi-disant, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la majorité, nous attendons les élections. Tout ce que les Kokoniangi, les Chadari sont en train de faire, on appelle ça des tentamars, des toïgoïs, des bruits inutiles, prévenez que devant l'action, ils ont échoué.
me saisissez, qu'il cesse de tromper Kabila, qu'il cesse de flatter Kabila à de faux discours. Tout le monde dit, oh, Katumbi, la main de Katumbi est là. Merci Daniel Safou. Il voit Katumbi partout. Joachim Diana. Bon, mais écoutez, il n'y a personne qui trompe. Ça, on appelle quoi? Chercher à sarcler autour du chef, le RSS. Personne ne trompe. Et le chef n'a pas le sentiment d'être trompé. Il le sait, ce qu'il fait au sein de sa majorité. Cette campagne, majorité. S'il n'y a pas de majorité, il n'y a plus d'opposition non plus. C'est logique, non? La majorité, c'est en rapport à une opposition. Mais si la majorité n'existe plus, c'est que l'opposition n'existe plus. Les gens s'agitent. Pourquoi? Au nom de quoi? Et donc la loi sur l'opposition, elle est tombée caduque aussi parce qu'il n'y a plus d'opposition dans notre pays. Donc je voulais tout simplement dire que soyons posés lorsqu'on pose. Même, je dis, il y a les Katumbiens qui voient aussi toute attaque c'est contre Katumbi. Le moratoire qui a été décidé par Kamer, ce n'était pas un moratoire national. C'était un moratoire concernant les députés nationaux. Le problème qui était posé, c'est le problème des députés nationaux. Et au sein de l'Assemblée nationale, et ce moratoire ne concerne même pas le Sénat. Ça concernait les députés nationaux. Et estimez aujourd'hui que cette recommandation, cet arrangement particulier au sein de l'Assemblée nationale a remplacé la Constitution, c'est très grave. Merci Joachim Diana, merci également à vous qui nous suivez pour votre fidélité, pour vos questions, pour vos suggestions et même vos remarques. Comme vous le savez, la semaine en 45 minutes, ce n'est jamais fini. Je vous retrouve la semaine prochaine au même endroit et à la même heure. Daniel Safou, merci d'être venu. Joachim Diana, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Au revoir.